Marceau, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Frontières. Tu es dessinateur, auteur de la célèbre série d'albums Brom, mais aussi bien d'autres. Sculpteur à tes heures perdues, rare dans les médias, ciblé régulièrement par les antifas et assez discret. Tu exprimes aussi ton talent dans La Furia, magazine satirique dans lequel tu collabores avec Papacito ou Laurent Oberton. Ta dernière BD vient de sortir, ça s'appelle Dino Brutal Age, aux éditions Magnus, qu'on peut retrouver dans toutes les bonnes librairies et sur le site de Magnus. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que cette BD que tu as fait en collaboration avec Papacito ? Alors, merci pour l'invitation d'une part. Cette BD, c'est une espèce de défouloir comme on en a l'habitude avec Papacito, puisqu'on travaille que comme ça. On a voulu ce coup-ci faire une BD, une histoire complète de 100 pages, puisque à notre actif, on a Fils de pute de la mode 1 et 2, donc qui sont les versions BD du blog que tenait Papacito il y a de ça au moins une bonne dizaine d'années maintenant. Et en fait, à chaque fois, on avait des histoires de 3, 4, 5, 10 pages, 15 pages, et à la fin, ça faisait une espèce de bloc. Et là, pour Dino Brutal Age, on a décidé de faire une histoire complète de 100 pages, donc avec un fil conducteur du début à la fin. Et ça fait écho, enfin c'est l'adaptation des podcasts de Papacito sur Burger Ring, je crois que ça s'appelle. Voilà. Et donc il en parlait beaucoup de cette histoire-là. Alors ça s'appelait pas Dino Brutal Age, mais en gros il parlait d'une espèce de vétéran américain qui irait sur une planète infestée de dinosaures et qui se comporterait comme on attend qu'il se comporte, puisqu'on est tous là pour ça. Donc violence gratuite, etc. Et il m'a appelé comme d'habitude un soir à 23h, il m'a dit « Putain, j'ai une idée pour toi ». Et 2 jours après, on a commencé le travail, quoi. Et donc, c'est une BD... Tu peux nous raconter l'histoire, peut-être, un peu ? Ouais. Alors, l'histoire, c'est... Donc, je te fais un résumé, et puis ensuite, on va broder un petit peu, parce qu'il faut forcément... si je te fais que le résumé, tu vas dire « Mais c'est quoi cette daube ?» Donc, en gros, on a Hunter McBurney, qui est un vétéran de l'armée américaine, qui est aspiré dans un trou noir créé par les communistes, donc aspiré à l'époque des dinosaures. Et le but de la mission, tout le long de l'album, il va essayer de trouver le chef des communistes pour lui faire payer cette attaque contre le monde libre. Et donc, il va y avoir toutes les péripéties qu'on imagine. On a brodé autour de ça. Et je te raconte bien sûr, évidemment, pas la fin, mais c'est ça. Donc, trouver le chef des communistes qui l'a rapporté à l'époque des dinosaures. C'est un scénario beaucoup plus long que celui de la plupart des films français. Ah, absolument, beaucoup moins chiant. Mais voilà, tu vois. Donc, toute l'idée, en fait, tout le truc de la BD tient dans ce qu'on a brodé autour de ça. Je me suis beaucoup amusé aussi, j'ai voulu être généreux avec les lecteurs et leur mettre beaucoup de scènes de dinosaures, d'attaques de bunkers, de machins comme ça. On a poussé le curseur assez loin au niveau de ce qui pourrait se faire de politiquement incorrect, pour parler assez clairement. On a fait relire par des avocats comme à chaque fois. Ils ont dit ça passera sûrement pas ces machins-là. On a dit écoute, laisse quand même, on va voir. Donc vous faites relire par des avocats pour ne pas suivre les conseils après, c'est ça ? Ah, absolument, tu as tout compris. C'est pour être sûr que c'est vraiment sortable et on le sort. Et non, mais on s'est vraiment beaucoup amusé là-dessus. Graphiquement, j'ai encore une fois de plus essayé de m'améliorer. Je pense qu'on est arrivé à quelque chose de sympa. Et là, donc, on est déjà en rupture de stock alors que le bouquin est sorti hier. Parce qu'il y avait l'avant-première, sur le site, les lecteurs l'ont reçu. Et le retour qu'on a sont unanimes, et les mecs sont là. C'est vraiment très bien ce que vous avez fait, quoi. Donc on est ravis parce que c'est là pour ça qu'ils demandent déjà la suite, qui arrivera en 2028 peut-être, parce que je suis encore 2 projets en cours. Et voilà. Donc très bonne BD, pour une fois, parce que je sors de la matinale de Frontières animée par un excellent animateur, où on a parlé de beaucoup de choses un peu déprimantes de l'actualité, parce que c'est difficile de ne pas être déprimé quand on voit ce qui se passe, d'une manière générale. Mais là, c'est une BD qui est vraiment faite pour souffler un peu, quoi. C'est de la grosse connerie, c'est des grosses blagues. Et ça fait du bien par où ça passe de temps à autre, de lire 100 pages de conneries, de baston, de violence gratuite, quoi. Et avec Papacito, quand vous avez eu cette idée de BD, donc il a eu cette idée, il t'a appelé, tu t'as tout de suite dit oui ? Oui, comme à chaque fois. Chaque fois, il m'appelle en rigolant comme un idiot, donc déjà je sais qu'il y a un truc qui va me faire rigoler. Il déroule le speech avec le génie qu'on lui connaît à l'oral, et je dis vas-y, vendu. Enfin, de toute façon, dès que je l'entends rigoler, c'est déjà vendu en fait, parce que je sais que c'est aussi ça qui fait le succès de nos ouvrages à Papacito et moi, c'est qu'on travaille dans l'optique de se faire rire l'un et l'autre. Et ça, c'est très important.
parce que dans le domaine artistique en général et principalement la BD, souvent les boîtes d'édition mettent en relation des gens qui n'ont pas forcément grand-chose à voir, mais qui ont des formations. Scénaristes, bande dessinée, coloristes, mise en page, mon cul, lettreurs et tout. Et du coup, on se retrouve avec des espèces de gros machins qui ont été faits par 5 ou 6 personnes, qui s'entendaient moyennement bien, mais par contre qui savent travailler. Mais du coup, tu vois, ça manque un peu de texture, ça n'a pas de goût, pas trop de goût. En général, évidemment que tu as des mecs qui bossent très bien, mais c'est ce qu'on voit dans la majorité de la production. Alors qu'Hugo et moi, vraiment, déjà, on ne sait pas travailler de manière académique, parce qu'on a 0 formation. Je crois qu'il est son bac, lui. Donc c'est un peu l'intello de la bande, si on le compare à moi. Mais on bosse au feeling, on bosse en autodidacte en fait, hein, et ça se passe bien. Et c'est toujours un grand bonheur. J'en profite d'ailleurs, instant promotion, pour dire que les 2 premiers tomes de FDP de la mode vont être réédités en version augmentée. Avec plus de pages. Plus de haine. Plus de haine, évidemment, si c'est possible, c'est pas sûr. Parce que les deux premiers FDP de la mode étaient vraiment pas finaux. Pour que je te dise ça, t'imagines quand même que voilà. Mais effectivement, on veut rajouter une vingtaine de pages à ce qui est déjà existant, faire une belle édition. Donc ça fera un album de à peu près 120 pages, parce qu'il y a, non, en plus, il y a déjà 120 pages, ouais, 120, 130, 140 pages. On veut faire un bel ouvrage pour que les lecteurs qui ont raté FDP de la mode, qui n'est plus disponible depuis longtemps, puissent avoir accès à ces 2 premiers tomes, avec en plus des nouvelles conneries. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte, mais ça prend combien de temps de faire une BD comme Dino Brutal Age? Alors c'est variable. Avant, donc Dino Brutal Age fait 100 pages. Avant, pour faire à peu près 100 pages, j'en avais pour 8 ou 9 mois, puisque je travaillais du matin au soir. Ma vie a un petit peu changé professionnellement parlant, puisque maintenant j'ai la Furia aussi à gérer. Donc il y a 4 Furias par an. Je dessine beaucoup, je relis pas mal. Donc la Furia me prend à chaque fois 3 semaines à peu près. Donc tu multiplies ça par 4, ça rajoute déjà un peu de temps. Voilà, il y a la vie de famille aussi qui prend pas mal de temps. Donc maintenant, plutôt 1 an, une bonne année. Une bonne année. Donc c'est 1 an de travail pour accoucher d'une BD comme ça. Et parce que je suis efficace. Parce que tu me racontais tes conditions de travail. Raconte-les peut-être aux... Je dessine comme un prolo. C'est-à-dire que rien n'a changé avec l'époque où je partais pointer à l'usine ou sur les chantiers. C'est-à-dire que l'heure, c'est l'heure. Il n'y a pas d'histoire de t'es malade, de t'as pas envie de te lever, n'importe quoi, l'heure, c'est l'heure. Donc on avance comme ça. Donc, effectivement, j'ai des semaines de travail très chargées, très régulières. Et je pense que c'est la bonne méthode. Il faut toujours rester en flux tendu, il faut toujours s'entretenir. Ça marche pareil pour le corps, le sport, les bagnoles, il faut de l'entretien. Sinon, tu perds en puissance, t'as tout qui fond. Tu commences à quelle heure le matin? En général 6h, 6-7 heures. Et avant c'était 6h, 22h, sinon 23h, avec des pauses au milieu bien sûr. Aujourd'hui c'est un peu plus fluctuant puisque donc il y a la vie de famille, il y a la Furia, il y a d'autres choses à gérer professionnelles à côté. Mais c'est quand même des journées de au minimum, grand minimum 8 heures quoi. Du lundi au dimanche? Ah oui, il n'y a pas de jour férié. Ouais. Non, je te dis ça parce que pour que les gens comprennent, quand on achète une BD, voilà, 100 pages déjà c'est pas mal, mais on se dit il a dessiné des trucs, mais c'est un vrai travail de fond. Bien sûr, qui est facilité parce qu'aujourd'hui je commence à avoir un petit peu d'expérience. J'en suis à quasiment 15 albums, donc je vois comment ça marche. Je suis moins perdu. Au début, forcément, quand on ne connaît pas, je ne savais pas par où ça partait, je n'arrivais pas à tenir un fil, donc c'était épuisant. Beaucoup d'énergie dépensée pour pas grand-chose, enfin si, pour apprendre. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus rapide. Tu vois, par exemple, là, je vais commencer à travailler sur la prochaine BD en début 2025. Je sais comment ça va se passer, c'est-à-dire que je vais faire 80 pages de brouillon en 2 semaines. Donc c'est très rapide, c'est des machins illisibles, hein. J'écris comme un médecin, mais moi j'arrive à me repérer. Donc ça c'est fait, et puis ensuite il y a le crayonné, ensuite l'ancrage, mais j'arrive à organiser mes journées selon ce que j'ai à faire. Tu vois, si par exemple je sais que la journée va faire que je ne pourrai pas travailler plus de 3 heures, je ne vais pas faire un truc technique et pénible. Je vais faire du gros œuvre. En revanche, quand je sais que j'ai plusieurs heures devant moi, là je vais faire du détail, je vais faire des machins comme ça. Mais c'est un métier comme un autre, hein. Il suffit de maîtriser pour savoir où on va. Ta passion du dessin, tu l'as depuis enfant? Depuis tout petit. Comment c'est arrivé? Dès que tu as eu tes premiers crayons dans la main? Ouais, je dessinais toujours un peu mieux que tout le monde, quoi.
Dessiner mieux que tout le monde. Et puis un jour, un copain à moi m'a dit, écoute, il faut absolument que tu fasses de la BD. Et je lui ai fait 3 BD, enfin 3 planches, histoire de tenir ma parole, parce que j'ai qu'une parole. Et en fait, ce truc-là m'a donné le virus. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, je vais essayer d'en faire d'autres pour voir. Et puis de fil en aiguille, on finit par passer de soirées entières dans les bistrots à des nuits entières à dessiner. Et ta famille te soutenait là-dedans? Toujours, ouais. Très soutenu par la famille. Ils étaient contents de voir un enfant artiste? Artiste, je sais pas, mais ils étaient en tout cas contents de voir que j'étais sérieux dans ce que je faisais. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de... Moi, je suis très on-off. Hein. Donc, en gros, quand je décide, je décide. Et à 20 ans, en fait, j'ai dit, bah, vas-y, je vais être dessinateur, c'est comme ça. Et du coup, de voir l'investissement que j'avais ne leur laissait aucun doute sur l'avenir. Tu vois, c'était pas un truc, ouais, je vais être plus ou moins artiste, on sait pas trop. Non, j'étais vraiment dedans, sur une ligne droite. Et du coup, non, c'est très bien passé. Et tu as commencé en travaillant à l'usine pour le tous les jours, pour manger? Chantier usine. Tu as fait ça combien de temps? J'ai fait ça de mes 16 ans à mes 26 ans. La dernière fois que j'ai bossé à l'usine, je crois que c'était le 10 janvier 2014. Donc, ouais, 26 ans. Non, attends. Ouais, 26 ans, parce que je suis de 88. Et je me rappelle très bien, j'ai encore la feuille à la maison. C'était un truc, je nettoyais des couvertures en nettoyage à sec, tu sais, dans des grosses machines. Et j'avais forcément une espèce de fiche avec le nombre de machines à cocher. Et j'ai emporté la fiche, la dernière fiche, en mettant dernière nuit. Parce que je travaillais de nuit, je faisais 21h, 5h du matin. Et j'avais démissionné de ce travail-là. Parce que je savais que là, il fallait vraiment que je me foute à fond sur le dessin. Et donc je savais que c'était la dernière fois que je mettais les pieds à l'usine. Enfin, faut jamais dire jamais, on sait jamais si les affaires s'écroulent. Mais en tout cas, ouais. Et j'ai fait ça, donc, avec le dessin à côté. Ce qui fait que sur la fin, enfin, il était vraiment temps que ça décolle dans le dessin parce que je commençais à fatiguer un petit peu. C'est-à-dire que tu faisais l'usine plus le dessin? L'usine, 3 heures de sommeil et le dessin par-dessus. Et donc, tu es ravi de cette vie de dessinateur aujourd'hui? J'ai la vie que je voulais avoir. C'est vrai? J'ai la vie que je voulais avoir, exactement. Il n'y a rien... Franchement, je pourrais rien enlever. Et d'ailleurs, tu as une nouvelle passion maintenant, la sculpture. Oui. J'ai vu un très beau... une esquisse de Jean Gabin, ou c'est un buste de Jean Gabin? Là, c'est un buste. C'est un buste, il est déjà fini? Quasiment, il est en train de sécher, là. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de cette nouvelle passion d'artiste? Alors, d'où vient la passion de la sculpture? Je suis en train de remettre les idées moi-même pour voir le déclencheur. Je crois qu'un jour, je devais me promener sur Internet, vers les 28-30 ans à peu près. Je sais plus, de suggestion en suggestion, je tombe sur des sculptures en plâtre ou des bidules comme ça. Je me dis, tiens, c'est quand même assez rigolo. Donc je me renseigne sur la façon de faire. Je vais acheter de l'argile et je commence à sculpter. Ce que je sais faire le mieux, c'est avoir des mains. Et ce qui est surtout le plus rigolo à faire, je voulais pas faire un hippopotame ou un portrait un peu moche, tu vois, je voulais faire un doigt d'honneur. Et moi, comme je commence rarement de manière raisonnable, c'est ensuite que je me calme, mais au début, en général, c'est un peu excessif. Donc j'ai fait un doigt d'honneur en argile d'1,30 m, de 120 kg en argile. J'ai essayé de le transposer après en plâtre, puisque la technique, je te fais très simple, c'est qu'en gros, tu fais d'abord ta base, donc en argile, ok. Par-dessus, tu coules du silicone qui va prendre l'empreinte, en fait, ça fait un moule. Puis ensuite, dedans, tu coules du plâtre ou du béton ou ce que tu veux, tu vois. Et en fait, le truc était tellement énorme que j'ai pas pu couler mon silicone, il y en avait partout, enfin, ça marchait pas du tout. Donc les débuts dans la sculpture... Tu connaissais pas du tout, tu découvrais? Pas du tout, j'ai appris tout seul, pareil. Tu as regardé des tutos sur YouTube? Des tutos, comment faire, voilà. Et donc les débuts dans la sculpture étaient comme les débuts dans le dessin, à savoir chaotiques, puisque quand on apprend tout seul, c'est les meilleures formations parce que c'est là que tu trouves tes astuces à toi qui font ta patte. Par contre, t'en chies parce que du coup, il n'y a personne pour te dire comment faire. Et donc, je suis passé petit à petit de doigts d'honneur comme ça à des machins plus raisonnables, plus faciles à faire avec une technique plus simple. Et donc, ma deuxième sculpture, réelle et fonctionnelle, c'était le Eugène que j'avais fait à l'époque où j'étais à mon ancienne maison d'édition il y a quelques années. Donc, c'était un Eugène que j'avais fait pareil en plâtre. Et ensuite, on l'avait reproduit en résine. C'était bien parti. Là, la sculpture qui vient juste de finir de se vendre à peu près, on en a fait 300, c'était mon fameux doigt d'honneur, mais pas celui de 120 kg, un autre beaucoup mieux fait, plus petit. Celui de 120 kg, il existe toujours?
Dans mon jardin, ouais. C'est vrai? Ouais. Il y a les oiseaux qui se posent dessus? Absolument. Il est horrible. Mais je tenais à le garder parce que, enfin, vraiment, j'ai vécu la guerre. Hein. Chez moi, on aurait dit qu'il y avait eu un massacre parce que c'est de l'argile rouge, tu sais, donc je marchais dedans. Enfin, c'était épouvantable, il y en avait partout. Mais je suis content parce que je me suis battu jusqu'au bout, tu vois. Jusqu'au bout, ça marchait pas, ça fuyait de tous les côtés. 120 kilos, c'est très très lourd à déplacer, donc j'avais un diable, enfin c'est tombé, j'ai dû recoller. Le doigt s'est cassé? Oui, mais forcément, l'argile, ça sèche. Donc maintenant, j'utilise de la pâte à modeler, tu vois, donc ça sèche pas. Enfin bon, bref, c'est un vrai bordel. Mais je suis content de ce truc de guerre. Et donc, là, il y a quelques semaines, on a mis en vente un doigt d'honneur en édition limitée à 300 exemplaires en résine, qui est parti tout de suite. Il n'y aura pas de réédition? Pas de réédition. Édition limitée, on y tient, on n'a qu'une parole. Et ensuite, là, je suis effectivement en train de terminer, on va mettre après en incrustation, le Jean Gabin, pareil, qu'on va reproduire en édition limitée. Et en fait, le doigt d'honneur, pourquoi ça? Je ne suis pas passionné par les doigts d'honneur ou les doigts en général. T'en dessines beaucoup quand même? J'en dessine beaucoup, absolument. Mais là, c'était vraiment pour terminer un truc que j'avais plus ou moins commencé et pour m'exercer. Tu vois, le doigt d'honneur, c'était vraiment pour vérifier si j'arrivais, avec les techniques que j'avais apprises au fur et à mesure du temps, à faire de la modélisation en 3D, c'est-à-dire... Absolument, et vraiment à arriver à un doigt d'honneur enfin abouti. Parce que le truc, si tu veux, un truc qui ressemble à quelque chose. Et maintenant que ça s'est fait, que je me suis prouvé moi-même que j'arrivais à tenir la route là-dessus, on passe sur des machins plus visuels, plus intéressants, donc Jean Gabin, qui sera le premier d'une grande série des acteurs français et même des personnages français en général. Voilà. C'est de la récupération? Totalement, absolument. Je récupère la mort de Jean Gabin des fins politiques. Non, mais c'est que Jean Gabin, c'est quand même quelque chose. En plus, c'est très rassembleur, tu vois, c'est une figure d'autorité qu'on aime beaucoup. Ensuite, bon, je vais spoiler un peu, comme on dit, mais j'aimerais bien faire Lino Ventura, Belmondo. Peut-être Jean-Marie Le Pen au bout d'un moment, ce serait sympa, mais époque bandeau, tu sais, ça a de la gueule, c'est comme ça avec le bandeau là. Donc on va voir, mais en tout cas j'ai beaucoup de projets pour les années à venir. T'as pas dit Delon? J'ai pas encore dit Delon, non, j'ai pas dit Delon effectivement. Alors ce serait intéressant, mais Delon est un vrai défi technique, parce qu'en fait, quand tu sculptes un Gabin, un Bébel ou un Lino Ventura, tu as quand même une marge de rides et de gras qui est agréable. Tu peux rajouter des bajoux, tu peux rajouter un peu de double menton, tu bricoles. Il faut qu'il y ait un style, mais on reconnaît la bestiole, quoi. Dessiner Delon, il ne faut pas dessiner Delon vieux, ça n'a aucun intérêt, il faut le dessiner jeune. Enfin, il faut le sculpter jeune. Et sculpter Delon jeune, tu as des marges d'erreur d'un demi-millimètre, en fait, parce que le mec était tellement parfait. Le visage, la mâchoire... Tout est magnifique, et il n'est pas juste beau, en plus, il y a du chien, tu vois. Donc, écoute, je vais tenter un Delon à l'occasion. Mais par avance, je fais preuve d'humilité en disant que ça va être un peu coton. Et donc Jean-Marie Le Pen avec le bandeau sur l'œil, ça pourrait être marrant aussi. Pourquoi pas? Faut le faire vite. Oh non, s'il te plaît. Non, on va pas lui porter malheur. Non. Et donc la sculpture, c'est ta nouvelle passion? C'est ta deuxième passion du coup? Deuxième passion, ouais. Enfin, entre autres, j'en ai quelques-unes des passions. Je parle des passions professionnelles. Professionnelles, voilà, professionnelles. Deuxième activité, dirons-nous, quoi. Ouais, et je me suis fixé comme objectif d'en faire une par an. Un nouveau modèle tous les ans? Un nouveau modèle tous les ans. Donc tu es tranquille pendant quelques années? Je suis tranquille pendant quelques années. Va savoir peut-être qu'un jour je vais avoir des commandes officielles, si jamais on finit par prendre un peu le pouvoir. Tu sais. Parce que je pense pas qu'Emmanuel Macron commande des bustes de Gabin venant de Marceau. Alors, j'ai dit va savoir et j'ai dit un jour. On n'est pas, voilà. On n'est pas encore pressé. Donc BD et sculpture. Ouais. Et un moyen de marier les deux autrement? C'est-à-dire? Je sais pas. Un moyen de marier la BD et la sculpture? Ouais. Non, je vois pas, non. Enfin, c'est vraiment deux domaines différents. D'ailleurs, tout est vendu sur le site de Magnus? Tout. Pour les sculptures, oui. Ouais. Pour les BD, t'en as partout. Ouais, tu les as dans toutes les bonnes librairies. Mais Magnus, ouais. Parce qu'en fait, les sculptures, on tient vraiment à la dédicacer à chaque fois. Et donc, on les met que sur Magnus, parce que sinon, ça va être le bordel avec les stocks, les livraisons et tout. Donc, c'est uniquement sur Magnus. Et tu les fais toi-même, chacun?
Tu les produis toi-même? Pas chaque reproduction. D'accord. En gros, moi, si tu veux, je fais la pièce de base, donc qui vient donc d'une base en plastiline moulée, remoulée en plâtre. Après, le plâtre, je travaille pendant plusieurs semaines parce qu'il faut que ça sèche, il faut le polir. Enfin, c'est vraiment un sacré boulot. Et ensuite, ce plâtre-là, ce buste, je vais le donner en scan 3D, donc qui fait un scan numérique, si tu veux, du truc, et qui après est reproduit en résine. D'accord. En sachant que aussi, ça a mis longtemps à sortir le doigt d'honneur parce qu'on a cherché vraiment à avoir la meilleure résine possible et le meilleur rapport qualité-prix. Parce que tu vois, on pourrait tout à fait sortir des machins très très chers avec peu de pièces, mais du coup, ça ferait des pièces à 500 balles et les mecs ne pourraient pas se le payer, tu vois. Là, le doigt, il était vendu 120 € et vraiment, on ne peut pas faire mieux au niveau qualité et au niveau prix du coup. On est exactement entre les deux. Et 120 €, c'est pas particulièrement cher pour ce genre de... Pour ce que c'est, non. Et d'ailleurs, tes œuvres, tu les vends, et donc il y a un public. Et le 5 octobre, samedi 5, vous étiez à une séance de dédicace. Comment ça s'est passé? Alors, Tu peux raconter un petit peu comment la péniche alors sur place, ça s'est toujours très bien passé, parce qu'on a toujours des lecteurs qui sont fidèles au rendez-vous depuis déjà pas mal d'années, donc impeccable. Par contre, en marge, on avait quelques échos qui nous venaient, comme quoi ça chauffait un peu. Ça chauffait parce qu'on avait Marguerite et Dora avec nous, la dédicace. Tu sais qu'elles ont sorti un livre Transmania. Marguerite Stern et Dora Muto. Absolument, oui, Marguerite Stern et Dora Muto. Elles ont sorti un livre Transmania qui a fait fureur aux éditions Magnus. Très bon bouquin par ailleurs. Et en fait, avec elles, vient un nouveau genre d'antifat détracteur. C'est-à-dire que nous, moi, Laurent, Berton, on est habitués aux antifas, on va dire, à l'ancienne. Donc sac à puce, sweat, cagoule, pas bien méchant, ça gueule un peu, ça balance de la farine. Mais comme Dora Muto et Marguerite Stern ont mis le doigt sur vraiment un truc extrêmement sensible, en l'occurrence la transindustrie, je ne vais pas te faire le Transmania, mais c'est quelque chose d'extrêmement sensible. Et comme les gens visés n'ont factuellement plus rien à perdre, puisqu'à rigueur, une orientation politique, tu peux la changer. Tu peux passer de gauche à droite, droite à gauche, peu importe. Quand tu t'es blindé le corps avec des hormones, des médicaments, tu t'es fait charcuter en haut, en bas, qu'en gros, il y a tout qui est racolé dans tous les sens, tu n'as plus rien à perdre. Tu ne peux pas revenir en arrière. Soit tu reviens en arrière et t'en finis avec toi-même parce que tu te rends compte que tu es allé trop loin. D'où le taux de suicide monstrueux. D'où le taux de suicide monstrueux, évidemment, parce que c'est des machins qui sont totalement délirantes. Et donc, ces gens-là, quand on les critique, quand on met le doigt sur le fait que tout ce qu'ils font, c'est de la folie furieuse, le prennent très mal. Beaucoup plus mal qu'un antifa qui va traiter de facho, voilà. Et moi, j'avoue que pour la première fois, et j'ai eu raison d'ailleurs par la suite, j'étais inquiet. J'étais inquiet. Parce que, on avait une sécurité comme il fallait, mais parce que du coup, il y a eu 64 interpellations, des gens qui avaient des armes, des explosifs. C'est pas rien quand même, hein, tu vois. Et je vois vraiment qu'on est sur des gens qui n'ont rien à perdre, quoi. C'est quasiment comme des kamikazes, si tu veux. Leur vie, c'est ça, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Comme je t'ai dit, sinon, s'ils reviennent en arrière, ils sont obligés d'être face à eux-mêmes. Et donc, je pense que c'est une image insupportable. Donc, en fait, tout adversaire à leur idéologie doit être éliminé, mais physiquement, quoi. Donc, parce qu'en plus, maintenant, en plus des racistes, des fachos, vous êtes des transphobes chez Magnus. Surtout Marguerite et Dora. Moi, je suis transphobe tranquille. Enfin, moi, de toute façon, j'ai la panoplie complète, je suis polyvalent. J'ai à peu près tout. Mais elles, ouais, elles sont courageuses d'ailleurs, hein, parce qu'elles ont ramassé. Hein. Et comment est-ce qu'ils ont été arrêtés, ces gens? Par la Bravem, les flics, les CRS, tout ça. Tu vois, déjà, quand on envoie la Bravem dessus, c'est que, quand même, quoi. Et ils ont été arrêtés. Je crois que tu en as un qui a fait de la détention provisoire, qui est encore en détention provisoire, parce qu'on a jugé que sur lui, il avait quand même des machins qui n'étaient pas très sympathiques. Voilà où on en est, quoi. Mais c'est vrai que ça va dans l'accélération de l'époque qui devient de plus en plus folle jour après jour, quoi. Et qu'est-ce que t'en penses de cette époque aujourd'hui? La France, Philippines, Lola, Naël aussi? Naël, paix à son âme, petit ange. Écoute, tout ça est à la fois accablant en même temps qu'excitant. On ne sait pas où on va et en même temps on sait où on y va. Alors, je vais développer un peu. Accablant parce qu'en fait on ne sait plus où donner la tête. Tout s'accélère de jour en jour. Il y a des Philippines, il y en a plusieurs par jour. On se paume dans les prénoms, c'est atroce, mais on se paume, quoi. Quand on dit tiens l'OQTF qui a tué une gonzesse, ah oui mais laquelle?
Ah oui, celle de mardi, d'accord. Parce que vendredi, c'était une autre, donc on est perdu. À chaque fois, c'est des machins d'une sauvagerie extrême, c'est des bêtes sauvages. On voit tout ça, on voit l'inaction de la justice, du gouvernement. On nous dit qu'on ne peut rien faire, donc en fait, nous, on est au milieu de tout ça. On n'a même pas le droit d'acheter un fusil à pompe pour leur tirer dessus. Donc en gros, on est pieds et poings liés. Donc c'est déprimant. En même temps, on est à un moment charnière de notre époque, puisque ça ne peut pas continuer comme ça, dans cette forme-là. Déjà parce que si ça continue, il n'y aura plus de blanc. Tout simplement, on va tous se faire buter. Est-ce que c'est grave? Je pense que ça va faire du bien à l'humanité entière. C'est connu. Hein. C'est ce qu'on nous explique, en tout cas, depuis qu'on est petit. Le problème, c'est les blancs sur Terre. Mais bref, trêve de plaisanterie. On ne pourra pas continuer comme ça longtemps. Donc il va forcément y avoir quelque chose. Aussi, ça radicalise les modérés, qui sont obligés de constater qu'il y a un énorme problème et qui sont donc obligés de faire un peu marcher leur réflexion en train de se dire bon, on m'a dit depuis que j'étais petit que raciste c'était pas bien, mais en même temps est-ce que bon, tu vois, en gros raciste ou humoriste il faut choisir. Je dis pas qu'il faut être raciste, mais tu as compris l'idée. En gros il s'émancipe un petit peu du carcan dans lequel on l'a mis et il se dit finalement je vais peut-être commencer à penser mal, en tout cas tel que c'est défini par les autorités, et peut-être que si je pense mal en fait je vais survivre. Tu vois, il y a ça aussi, puisque l'état de peur et l'état de, comment dire, te permet d'être un peu plus en alerte que si tu es un peu paumé là-dedans, que tu dis bah non, tout va bien, il n'y a aucun problème. Donc accablant parce qu'il y en a beaucoup trop, je sais pas, moi, excitant parce que du coup on est aussi, je te coupe, excuse-moi, parce qu'on est les pionniers en fait, nous tous autant qu'on est, et encore plus la nouvelle génération, les vingtenaires qui arrivent là, les pionniers d'une véritable reconquête. Je ne parle pas du parti politique, mais quoique. Mais on est les pionniers, tu vois, on sera vraiment les premiers à avoir, enfin pas les premiers parce que si on cherche un peu plus loin, tu as toujours eu des gens qui ont évidemment… Jean-Marie Le Pen en particulier. C'est ce que j'allais dire, absolument. Mais le pauvre prêchait dans le désert, tu vois ce que je veux dire. Là, il y a vraiment un mouvement de masse qui est beaucoup plus important. Et donc c'est à nous de construire les bases de ce que sera l'avenir de notre pauvre pays. Mais Dupond-Moretti expliquait qu'il n'y avait qu'un sentiment d'insécurité en France. Oui, ça c'est un grand classique. C'est un grand classique des gens qui vivent à l'écart et qui sont idéologisés, ça se dit ça, oui, à peu près, et qui surtout ont des intérêts dans ce qu'ils disent. C'est-à-dire que tous ces mecs-là qui sont riches à millions, ils ont plus, et qui ne grenouillent, qui ne fréquentent que des gens qui pensent comme eux, ou en tout cas qui disent, qui s'expriment comme eux, va forcément, si Dupond-Moretti débarque un matin en disant écoutez, on va prendre un coup de filet, on fout tout ça à la flotte et on nettoie les banlieues, peut-être que les contrats ça va moins tomber, peut-être que la paye va arrêter de tomber, peut-être qu'il y aura des soucis. Et donc, est-ce que Dupond-Moretti a vraiment envie de rendre sa Breguet, ses Rolex, sa bagnole, grand fan de montres d'ailleurs, c'est un des seuls Comme points toi. Absolument, c'est un des seuls points positifs qu'il a. Mais tu vois ce que je veux dire, est-ce qu'il veut vraiment renoncer à tout ça? Donc je pense pas. Tu prends le cas en parlant de pognon, le mec de Coalia, c'est ça? Ouais. Coalia, donc l'association d'hébergement de migrants. On voit que le mec a un salaire de 250 000 à l'année, 25 000 euros par mois, c'est quand même pas mal. Hein. Tout ça, du coup, pour prendre des migrants et les dispatcher dans les villages. Hein. C'est bien ça l'idée. Tous ces adjoints, ils étaient à 180 000 balles par mois. Enfin, tu vois, c'est que des trucs comme ça. Tu te dis qu'en fait, ça paye. Ça paye, et donc c'est pour ça, pour répondre à ta question, que ces mecs-là viennent nous vendre l'antiracisme et nous dire qu'il n'y a qu'un sentiment d'insécurité. Voilà. Parce qu'eux, ils vivent là-dessus. Parce qu'eux, ils vivent là-dessus, ils vivent très bien. Par contre, les associations pour l'arrêt de l'immigration, ils ne touchent pas des sommes comme ça de l'État. Ils ne touchent pas beaucoup, non. Ils touchent surtout des gardes à vue, oui. Des arrestations, des Absolument. procès. Des procès, tout à fait, ouais. D'ailleurs, toi-même, tu as déjà eu des procès? Oui, mais rien à voir avec la politique. Rien à voir avec la politique, c'est plus personnel. Et donc, l'état de la France te déprime? Ça dépend des moments, ça dépend dans quel état d'esprit je me trouve. Quand je vois le travail qu'il y a à faire, je suis déprimé. Et en même temps, quand je vois le travail que j'ai à faire, je suis enjoué. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de boulot et il faut garder de l'énergie pour… En fait, il ne faut pas voir ce boulot comme un fardeau, comme une tâche. Il faut le voir comme quelque chose d'excitant à se mettre dans la tête d'un pionnier, un petit peu. Moi, en fait, je le faisais, c'est marrant, mais avant, je disais ce que je disais pour les enfants des autres, tu vois. Maintenant, je le fais pour mon enfant. Donc, c'est comme ça que ça marche et
Je le fais pour les générations à venir, quoi, tout simplement. Tu vois. Donc tu trouves que tu es un artiste engagé, comme on dit dans la gauche. Tu es un artiste engagé par ton métier. Controversé, dirait la gauche. Ça, c'est ma manière Twitter. Nazi, si j'étais de certains. gauche, on dirait engagé, mais comme je suis de droite, je suis controversé. Oui, nazi, il n'y a pas de problème. J'ai l'habitude, je réponds même plus. Mais non, je me sens plus... parce que dans mes productions artistiques, on est plus sur du généraliste que sur du politique. Bon, c'est des blagues qui sortiraient, qui passeraient nulle part, mais c'est plus, comme je te l'avais dit pour Dino Brutalage, j'aime bien un petit peu faire déconner dans mes albums, c'est des trucs un petit peu qui défoulent. Mais à côté de ça, je suis un citoyen. Et comme je suis aussi un artiste qui a une portée assez importante, bah, du coup, le citoyen et l'artiste se rejoignent. Et du coup, je te dis ce que je suis en train de te dire. Et est-ce que tu votes? Oui. Parce qu'il y a certains gens à la droite qui disent que ça sert à rien, que c'est foutu, que le vote c'est inutile, que les partis sont tous pourris. Toi, t'as pas cette vision? Je le pense à moitié. Moi, si tu veux, je vois le vote comme un outil qui peut être utile en tant que détonateur. C'est-à-dire que je crois assez peu au programme politique en général. Celui de Reconquête était intéressant quand même parce qu'on était vraiment sur quelque chose de radical. Mais moi, j'ai du mal avec les promesses en général. D'accord ? En revanche, le fait de voter RN ou Reconquête et potentiellement d'en mettre un des deux au pouvoir permet d'accélérer un petit peu les choses et d'envoyer un gros signal aux gens d'en face. L'air de dire, écoutez, là on s'est réveillé, on a envie que ça bouge. Ça peut aussi agir comme un booster. C'est-à-dire qu'en gros, t'imagines Marine Le Pen qui passe, bah, les banlieues s'embrasent. Et peut-être que si les banlieues s'embrasent, il va y avoir des choses qui vont se passer. Enfin, tu vois, de toute façon, la situation est bloquée. Il faut la débloquer quoi qu'il arrive avec tous les outils qu'on a. Donc le vote, c'est l'outil minimum qu'il faut. C'est le minimum. Sinon, tu es souvent insulté par les gens de gauche, on te traite de nazi, de facho. Il y a beaucoup d'agressivité. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu le vis? Je m'en fous complètement. J'ai pu être touché au début de ma carrière parce que quand tu connais pas, t'es forcément touché par de l'agressivité. Tout le monde est touché. Mais quand je vois qu'en fait, au bout de plus de 10 ans, bah, en fait, je suis toujours pas mort et qu'il ne s'est rien passé, bon, écoute. Et je suis surtout, plus le temps avance, plus je suis synthétique dans ce que je fais et efficace. Et je cherche l'efficacité. Je veux optimiser tout ce qui arrive à m'apporter, y compris le temps. Et du temps, j'en ai perdu beaucoup à me défendre de ne pas être un nazi, de ne pas être un facho ou n'importe quoi, avec des gens qui de toute façon avaient une opinion déjà tranchée. Tu vois, c'est pour ça que moi je suis très très fatigué, mais j'ai des épaules extrêmement lourdes. Quand je vois le RN ou LR ou n'importe quoi se défendre de ne pas être des fascistes, quand la gauche les attaque et du coup ça part en discussion Twitter qui sont comme ça fait des éditos. Bidule a dit ça, est-ce que c'est un facho? Oui, je suis un facho. Non, je ne suis pas un facho parce que voici les preuves. Oui, mettez preuves, mettez quand même un facho, tu vois. Et ça parle, et pendant ce temps-là, ça rentre. Tu vois ce que je veux dire? Donc non, je me défends même plus, je suis facho, vas-y si tu veux. Je suis nazi, oui, vas-y, aucun problème. Tu manges des bébés chats, oui, aucun souci. Tu tortures des animaux. Je fais tout ce que tu veux, c'est très bien, vas-y, passe ton chemin. Donc il faut les laisser parler? Il faut les laisser parler. Sauf évidemment en cas d'accusations gravissimes, tu vois, si on dit que je suis un pédophile, évidemment que on va commencer à s'embêter un peu. On se retrouve au tribunal. Ouais, c'est ça, si on dit que j'ai tué des gens, évidemment que non, mais tu vois ce que je veux dire, mais les trucs généraux, en gros, t'es un nazi, t'es un facho, t'es méchant, oui, si tu veux, vas-y. Le RN devrait arrêter de se défendre sur ces accusations? Je pense. Il devrait dire, oui, si vous voulez, bon, on peut parler du fond? Oui, c'est ça, oui, il devrait dire, si tu veux... On peut parler des 400 ou 500 000 immigrés qui rentrent tous les ans dans le pays maintenant? Par exemple. Et surtout, ça envoie un mauvais signal parce que les modérés, donc en gros les gens un petit peu au milieu, qui commencent à voir que bon, il y a peut-être un petit problème, mais qui n'osent pas faire le premier pas, qui ont besoin d'un leader. Quand ils voient Marine Le Pen qui s'excuse, en gros, parce qu'il y a un de ses copains qui a dit un truc vaguement raciste pendant un truc, bon, en gros ils disent ah, putain, on n'a plus le droit de penser comme on veut, tu vois. Surtout qu'en général, en plus, les sorties sont quand même pas bien violentes, quoi. Mais tu vois, ça me permet de dire aussi que moi, je crois profondément. Tu me demandais si je croyais au vote, aux élections, etc. Dans la forme actuelle, pas trop. Comme je t'avais dit, je vois le vote comme une espèce d'outil pour déclencher quelque chose. En revanche, je crois très fortement à un homme providentiel. Je pense qu'on a besoin d'un leader
À l'inverse de Laurent Oberton, Oui, qui oui. lui considère que c'est pas possible. Je pense les deux, je vais développer un petit peu. Je vois, parce que ce que tu veux dire, c'est que Laurent pense qu'il faut d'abord se développer soi-même et être son propre maître. Oui, je suis assez d'accord là-dessus. C'est un truc en plus, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ça va avec la suite d'ailleurs. Quand je te parle de l'homme providentiel, je te parle de celui qui va réussir à avoir assez de charisme et à trouver les mots justes et à mettre les vrais mots dessus pour entraîner les foules, mais pour de vrai, tu vois. Ça, c'est À la important. Napoléon. Un peu, tu vois, mais vraiment quelqu'un de fort. Hein. Je te parle pas d'un mec qui rentre dans le cadre de la démocratie avec ses petites lunettes. Ça c'est pas intéressant. Si tu joues avec les règles de la démocratie aujourd'hui, élective en tout cas, pour moi, tu vas pas très très loin puisque tu joues avec les cartes de l'adversaire. En gros, oui, ce qu'il nous faut, c'est un chef de guerre, quoi. Mais on va finir par y arriver, c'est obligatoire. La nature a horreur du vide. Nous, les Français de souche et les Européens en général, on est totalement vidé de notre substance guerrière qu'on a toujours eue dans notre ADN. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que les guerriers d'en face sont en train de nous bouffer la gueule, c'est logique. Donc, il nous faut quelqu'un qui ait assez de force, qui soit assez respecté d'emblée, d'autorité, tu vois ce que je veux dire, un type avec vraiment du charisme, pour guider les foules et pour guider les modérés. T'as un nom en tête? Ah non, pas du tout, mais je pense qu'il n'existe même pas là. Peut-être qu'il est né, mais j'ai pas C'est de... pas Papacito, roi des Visigoths? Tu rigoles, mais ça pourrait être lui. Hein. Il a quand même, il a ce truc-là d'enflammer les foules, tu vois. Mais typiquement, tu vois, un type qui a ce génie à l'oral, qui a des convictions, pourrait beaucoup aider. Même avec un accent du Sud. Bon, hein. Tu vois ce que je veux dire. Et donc l'état de la France, pour toi, on doit faire attention à soi avant de penser au reste du pays pour le moment. Genre comme Oberton explique, en gros, il faut se reprendre en main soi-même. Première chose. Avant tout, ne pas attendre le salut de la politique. Alors toi, tu as l'air d'un peu plus croire en la politique. Non, mais je crois à la politique comme éventuellement, je t'avais dit, un déclencheur. Mais je ne crois aucun politicien qui me fait des promesses. Or, éventuellement, je t'avais dit reconquête, mais on voit bien que ça va pas marcher parce que les modérés étaient encore trop modérés. C'est pour ça que mon histoire, je finis juste là-dessus, mais pour te dire que je pense aussi pareil que Laurent, c'est que mon histoire de chef providentiel, il pourrait être entendu seulement si les gens ont déjà commencé, sont déjà prêts à suivre quelqu'un. Tu vois, c'est-à-dire qu'en gros, moi tu me mettrais un type comme ça en face de moi qui suis déjà prêt mentalement, qui voit à peu près dans quel univers on évolue, je serais prêt à le suivre. Tu vois. En revanche, Chantal, si tu veux, qui est abonnée à France Info, qui n'est pas du tout au courant de ce qui se passe, qui n'a aucune vision de rien du tout, qui voit aucun problème nulle part, tu lui mets un chef charismatique en face, elle ne le sent pas du tout, tu vois. Donc il faut déjà que les modérés commencent un petit peu à se Laurent Aubertisonner, tu vois l'idée, Aubertoniser, pour être ensuite perméable éventuellement à quelqu'un d'un peu dirigiste. Est-ce qu'ils n'ont pas déjà leur chef, eux? Genre Yann Barthès de Quotidien? Si, c'est pour ça qu'il faut en changer rapidement. Après, c'est pas une grande menace physique, Yann Barthès, il fait 1m30. Bien sûr. Non mais après tout ça, tu vois, je te donne mon avis qui n'est vraiment que le mien. Ça se trouve, je me plante intégralement. Mais après, si on t'invite, c'est parce que les gens veulent entendre ton avis. Oui, non, j'entends bien. Mais tu vois, c'est que quand je te parle d'un homme providentiel et d'un chef, c'est parce que les mouvements sans chef, ça dure 3 jours. Les gilets jaunes. C'est ce que j'allais dire, les gilets jaunes. Alors oui, il n'y a pas de chef, assemblée citoyenne, ok, c'est super, ça part dans tous les sens, ça boit des bières, ça bouffe des merguez, enfin tu vois, c'est pas allé nulle part. Et finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont fait manger par Mélenchon, tu vois. Donc en gros, non, les trucs en mode la démocratie représentative, chaque citoyen, non. Il faut une foule qui est prête à aller au combat, il faut un chef qui bouge les foules. La nature est foutue comme ça, tu as des dominants, des dominés, tu as des gens qui ont plus de talent à l'oral que d'autres, tu as des gens qui en imposent plus que d'autres, c'est la nature, c'est fait comme ça. Et il faut que, il nous faut un chef. Tu as un public qui est assez jeune, quand même, je l'ai vu, j'étais à la dédicace samedi. Qu'est-ce que c'est le conseil que tu leur donnerais à un jeune de 20 ans, toi qui as aujourd'hui un petit peu plus d'âge et qui est passé par beaucoup d'étapes de souffrance? À quel niveau le conseil, tu veux dire? Conseil pour sa vie, aujourd'hui, pour quelqu'un de droite qui a envie de... Je serais bien présomptueux de donner des conseils du haut de mes pauvres 36 ans à un petit jeune. Tu dirais déjà bon courage, parce que on va quand même vers quelques décennies, à mon avis, mouvementées.
Et si c'est un jeune qui pense un peu comme nous et qui est embêté par le contexte, etc., serrer les dents, quoi. Serrer les dents, s'accrocher, jamais baisser les yeux, il faut tenir, quoi. Il faut vraiment tenir. Je suis sûr et certain que c'est nous, notre mouvance à nous, qui avons raison, je le sais. Et tu penses pas qu'il devrait quitter le pays, par exemple? Non. Il y en a à droite qui non. disent qu'il faut, chacun fait ce qu'il veut. Qu'il faut partir, s'installer à l'étranger, parce que c'est foutu. Ouais. Alors, je te dis non, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de souci là-dessus. Je peux comprendre les aspects positifs à changer de pays. Après, la France, même étant ce qu'elle est aujourd'hui, ça reste quand même mon pays et je reste sur place, quoi. Je reste sur place. Je me fais matraquer par les impôts, j'esquive les coups de couteau. Enfin, pas trop parce que j'habite justement à Paris. Moi, jamais tu me feras habiter à Paris. Donc j'habite à côté de Paris. Tu prends pas le métro? Non, je fais tout en bagnole, rien à branler. Là, c'est fini, je fais tout en bagnole. Ta voiture, c'est une critère combien? Critères, pas trop critères. Critères, elle roule en tout cas, elle roule, elle fait du bruit, donc ça suffit largement. Donc critères dans les parages, tu vois. Non, moi je tiens le pavé, hein. C'est chez moi, ici, je m'en vais pas. Et qu'est-ce que tu penses je pense en particulier à Alice Cordier et au mouvement Némésis, de ce féminisme de droite qui arrive en France et qui a quand même un bel écho, qui marche bien, parce que le féminisme, ça a été de gauche, voire d'extrême gauche pendant très longtemps. Et aujourd'hui, on voit une nouvelle jeunesse de droite qui se réempare de ce sujet. Comment tu le vois? Tu l'as vu apparaître, ce mouvement, c'était il y a quelques années à peine. Oui. C'est très bien ce qu'elles font. Némésis, ce qu'elles font, c'est très très bien. Elles ont beaucoup de courage de faire ce qu'elles font. C'est absolument nécessaire. C'est un peu dans notre... Enfin, ça fait partie de notre mouvance toujours, tu vois. On ne peut pas être tous polyvalents. T'en as qui sont plus spécialisés dans telle chose, la fiscalité, l'immigration, la sécurité, le droit, le féminisme en l'occurrence, et les viols, les problèmes d'insécurité par les OQTF et les étrangers. Ça, c'est le domaine de Némésis. C'est très bien ce qu'elles font et on voit que l'agressivité dont elles sont l'objet prouve qu'elles ont une fois de plus tapé juste. D'ailleurs, c'est rigolo, c'est qu'elles sont traitées de putes et tabassées par les antifas qui sont, eux, sur le papier, soi-disant féministes. Enfin bon, on connaît la chanson. Hein. Il y a le bon féminisme et le mauvais féminisme. Voilà, les fachos, on peut les taper, c'est pas un souci. Même si c'est des femmes d'1m50. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça va quand même. Merci pour le temps que tu nous as consacré. Merci à toi. Ta nouvelle BD avec Papacito, Dino, Brutal Age, est disponible dans toutes les bonnes librairies et sur le site des éditions Magnus. Et cher public, nous vous retrouvons très vite sur cette chaîne YouTube, sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux et sur notre application mobile. Est-ce que tu as notre application mobile, Marceau? Pas encore. Eh bien, il va falloir la télécharger. Pour une information libre, pour ne plus laisser la gauche vous dicter ce que vous devez penser, pour défendre votre liberté d'expression, téléchargez l'application Frontières et on vous retrouve très vite avec un nouvel invité sur ce fauteuil rouge. Merci, au revoir.